J'aimerais un peu, avant qu'on commence, me présenter. Comme j'ai mentionné tantôt, mon nom est Linda Robert et puis je suis originaire de Sudbury, Ontario. J'ai été mariée plusieurs fois, au début de ma vingtaine, dans mes mi-vingtaines et dans mes trentaines. Je me souviens très bien ce que c'était d'être seule après une rupture. Je me sentais vraiment effrayée, je me sentais différente et je me sentais perdue. Quand je me suis divorcée, j'ai senti la honte, la culpabilité, la solitude et le vide. Je sortais souvent les fins de semaine, je faisais la fête et je rencontrais beaucoup d'hommes. Et je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas s'identifier avec ceci. Je me souviens quand j'allais de relation à relation entre mes deux premiers mariages et je ne comprenais pas le pourquoi. Je pensais que c'était la façon d'être avec quelqu'un. Avant mon premier mariage, je pensais qu'être avec quelqu'un était normal et je voulais tellement être normale comme tout le monde. Je me souviens d'être seule, de me sentir seule et ce sentiment fut intolérable parfois. Je voulais tellement être avec quelqu'un le soir que je me trouvais des façons de le faire. Plusieurs années plus tard, j'ai pris du temps pour me connaître et m'accepter. J'ai été en counseling, j'ai eu un coach et j'ai suivi des programmes. J'ai suivi des programmes pour m'aider à me comprendre davantage et pour me découvrir, pour vraiment reconnaître l'importance d'une relation puis qu'est-ce que ça voulait vraiment dire d'être dans une relation. Je suis seule aujourd'hui par choix parce que je cherche quelqu'un de très spécial. Et les conseils dont je vais partager avec vous ce soir vont vous aider à augmenter vos chances de réussite en relation. Vous aurez aussi la chance d'écrire, donc assurez-vous d'avoir du papier et un crayon. Et si vous avez eu la chance de télécharger le document que j'ai mis sur mon site web, vous allez pouvoir aussi suivre avec la présentation. OK, donc on commence avec conseil numéro 1. Avant d'avoir un objectif clair, précis et mesurable, il faut savoir ce qu'on veut et ensuite prendre une décision intentionnelle de faire un changement. On prend des décisions à chaque jour, des petites décisions telles que se lever du lit et de temps en temps, on prend des grosses décisions telles que changer d'emploi ou même se marier. Donc, on sait qu'à un moment, on a des objectifs clairs, précis et mesurables. Si on prend des décisions à chaque jour, pourquoi est-ce qu'on n'accomplit pas plus de choses? En réalité, on accomplit plein de choses à chaque jour. Donc, il faut à chaque jour être clair face à ce qu'on veut accomplir. Les experts dans le domaine de succès savent que pour atteindre leur objectif, le cerveau doit savoir exactement et précisément ce qu'ils essaient d'accomplir. Ils n'utilisent pas de termes vagues comme certain ou un peu ou plus. Ils sont très précis. Donc, soyez précis et positif quand vous décrivez vos objectifs. Je vous suggère aussi d'avoir des intentions, des objectifs et des actions. Et j'en ai parlé dans ma première webinaire au mois de janvier. Donc, si vous avez participé à celle-là, ça va peut-être vous sembler un peu semblable. J'explique maintenant les intentions. Les intentions sont des états d'être. La plupart des gens ne veulent pas vraiment des objectifs comme une nouvelle relation, simplement pour être en relation. Vous voulez être en relation parce que vous voulez l'expérience de la relation, l'expérience de joie, de paix, d'amour, comme par exemple. Donc, je vous donne un exemple d'une intention. Mon intention est d'avoir et ressentir la paix, l'amour et la joie dans mes relations intimes. Tel qu'on a mentionné auparavant, vos objectifs sont plus aptes à se manifester s'ils sont spécifiques et mesurables. Vous voulez avoir un système de feedback, un système en place qui vous aide à déterminer si vous avancez vers vos objectifs ou non. Et voici le paradoxe. Il faut toujours se rappeler, quand on définit des objectifs, on ne peut pas être rattaché aux résultats.
Vous voulez être en mesure de suivre votre progrès et de déterminer si vous vous enlignez vers vos objectifs ou non. J'explique maintenant objectif. Un objectif, je vous donne un exemple. Je vais être en relation intime par le 31 décembre 2015. Et voici une explication d'une action. Il est essentiel de créer des pratiques et des habitudes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles pour soutenir vos intentions et objectifs. Ces pratiques et ces habitudes devraient être des petits pas vers votre objectif. Finalement, le manque d'appui et de responsabilisation a un gros impact sur ce que vous allez accomplir. Je vous donne des exemples maintenant d'actions ou d'habitudes. Je vais prendre un programme qui m'aide à me préparer pour me trouver une relation intime. Je vais m'inscrire sur un site de rencontre et contacter au moins une personne par semaine pour un café. Je vais participer à des activités sociales au moins 3 fois par mois et me présenter à au moins 3 nouveaux amis ou nouvelles amies. Je vais me regarder dans le miroir à chaque jour et me dire que je suis en amour, en paix et en joie. Je vais faire de la méditation 3 fois par semaine pour m'aider à ressentir cet amour, cette paix, cette joie. Donc, comme j'ai mentionné au tout début du webinaire, où vous allez faire un peu d'écriture et puis c'est maintenant votre temps d'écrire. Je vais vous donner 2 minutes pour que vous pouvez écrire une intention et 1 ou 2 buts et des actions. Donc, je vous donne 2 minutes, allez-y. OK, on continue maintenant pour conseil numéro 2. Soyez ouverte à la possibilité d'apprendre. À chaque fois que vous laissez un partenaire, ou qu'un partenaire vous laisse, ou que vous perdez un partenaire, réfléchissez à ce que vous avez appris de cette personne, de vous-même et de ce que vous voulez dans une relation. Comme par exemple, quand je me suis séparée de mon mari, j'ai appris que je désirais une personne qui était ouverte à prendre des petits congés de temps en temps pour reprendre son énergie. J'ai pris l'habitude moi-même de me louer des chalets durant l'été quand j'ai pu pour me détendre. J'ai aussi appris que je ne pouvais pas bien communiquer mes besoins d'affection et que ceci me manquait. J'ai dû donc apprendre à bien demander pour ce que je voulais dans une relation. Finalement, j'ai appris que c'était important que mon copain prenne du temps pour lui-même autant que moi et que ce temps n'enlevait pas la qualité de notre relation. Êtes-vous prête et ouverte à la possibilité d'apprendre dans vos relations? Prenez maintenant 1 minute pour écrire ce que vous avez appris de vos relations et ce que vous faites maintenant pour concrétiser cet apprentissage. Donc, je vous donne 1 minute pour faire un peu de réflexion puis écrire ce que vous avez appris dans vos relations. Continuez pour conseil numéro 3. Les croyances se caractérisent par un sentiment de certitude qui nous fait réagir de telle ou telle façon face à des événements ou à des personnes. Elles ne sont pas la réalité, mais nous agissons comme si elles l'étaient. Elles déterminent très largement notre perception de la réalité et nos comportements. Que se passe-t-il chez la jeune femme qui sort d'une relation intime très difficile et qui développe la certitude qu'elle n'est pas faite pour la vie de couple, que tous les hommes sont comme ci ou comme ça? N'aura-t-elle pas tendance à éviter toute nouvelle relation? Quand on veut apporter certains changements dans notre vie, dans nos relations intimes, comme par exemple, et on n'y arrive pas, on doit s'arrêter et devenir conscient de la croyance qui pousse nos actions, qui pousse nos pensées.
C'est à noter qu'il y a des facteurs qui aident à former vos croyances et les influencer. Ils sont entre autres votre culture, la média, votre sexe, votre religion, votre éducation, vos apprentissages et l'influence de vos parents et votre famille. Considérez l'influence de ces facteurs sur vos croyances. La question n'est pas tant de savoir si vos croyances sont vraies ou fausses, mais bien plutôt de déterminer si elles vous servent ou elles vous nuisent, si elles sont paralysantes ou si elles vous aident à vous épanouir, à atteindre vos objectifs, à vivre. D'après le psychologue Marc Vachon, tous les spécialistes du comportement vous le diront. On ne peut se débarrasser d'une façon d'agir, d'une émotion ou d'une habitude sans la remplacer. Sinon, ou bien nous la remplacerons inconsciemment par une autre qui risque d'être tout aussi nuisible, comme par exemple l'ex-fumeur qui se met inconsciemment à manger trop. Ou bien nous reviendrons à l'ancienne croyance. La même chose s'applique quand on veut changer, modifier ou éliminer une croyance négative. Il faut lui trouver un antidote, la remplacer par un autre qui a sur nous un effet contraire. Puis, il faut se mettre au travail pour appuyer cette nouvelle croyance. Sinon, elle demeurera une idée vague et n'aura pas d'effet sur nous. On peut essayer de lui trouver des références en se basant sur des situations qu'on a vécues ou en prenant modèle sur des gens qu'on connaît qui partagent cette nouvelle croyance. Donc, soyez conscient de vos croyances et changez les croyances qui ne supportent pas ce que vous voulez attirer et avoir dans votre vie. Je vais vous donner 2 minutes bientôt pour réfléchir à une de vos croyances et des arguments contre cette croyance et décrire la nouvelle croyance. Voici un exemple de croyance. Je ne suis pas assez belle pour me trouver un chum. Et voici un exemple d'un argument. Non, c'est pas vrai. Je me trouve très belle. Mes amis m'ont dit qu'ils aiment mes cheveux, qu'ils aiment mes yeux. J'aime vraiment mes yeux et la façon dont je suis quand je vois des petits-enfants jouer. J'aime vraiment mon sens d'humour et la façon dont je ris quand je suis en amour. Et voici un exemple d'une nouvelle croyance. Je suis belle et un homme me trouvera très belle. Donc, donnez-vous 2 minutes pour écrire une croyance, des arguments contre cette croyance et finalement une nouvelle croyance. Donc, je vous donne 2 minutes.
OK, j'espère que vous avez eu assez de temps d'écrire vos croyances, vos arguments, en plus d'écrire une nouvelle croyance. Mais évidemment, ce n'est pas si vite que ça, OK? Donc, ça prend du temps de changer des croyances. Surtout quand on n'a pas nécessairement des modèles ou des exemples dans notre vie qui appuient cette croyance. Donc, ça prend du temps. Il faut vraiment répéter cette nouvelle croyance et se trouver des preuves pour appuyer ces croyances. À chaque jour, il faut le faire. Autrement, l'ancienne croyance va revenir. Quand on a peur, il se peut que nos anciennes croyances reviennent. C'est une habitude. Et il faut tout de suite répéter les arguments pour changer nos idées et revenir sur la nouvelle croyance. Donc ça, c'est une chose que moi, je pratique. J'ai donné un exemple dans un autre webinaire, mais je vais la répéter dans ce cas ici. Moi, une de mes croyances que j'ai, surtout quand je rencontre un homme qui m'intéresse, j'ai l'habitude de avoir peur puis penser que je suis pas assez bonne. Puis ça devient assez évident parce que je me répète dans la tête, je me le répétais bien souvent dans ma tête auparavant. Et puis, je me voyais m'arrêter d'avancer ou de lui rappeler par téléphone, comme par exemple, j'ai dû arrêter, puis des fois, je me le disais fort, non, tu es une personne valable, tu es une personne qui est forte, tu es une personne très aimable. Puis je devais me répéter les arguments qui étaient contre cette croyance que j'étais pas assez bonne. J'ai dû le répéter. Parfois, j'ai même fait un peu de journaling pour pouvoir affirmer la façon que je me sentais. Donc, c'est quelque chose qui prend de la pratique, mais il faut pas nécessairement l'éviter de le faire. C'est une pratique qui prend du temps. Il faut toujours être conscient que c'est cette croyance ici là, qui m'arrête vraiment de m'avancer. Donc, trouvez-vous des occasions pour changer cette façon que vous percevez la situation. Donc, conseil numéro 3, soyez consciente de vos croyances. Puis vous allez le reconnaître quand il y a quelque chose dans vous qui se passe, qui vous épeur d'une façon. Et les voix vont peut-être commencer aussi, comme moi, je vous ai dit de ma petite voix qui me disait non, c'est pas comme qui va t'aimer du tout. Donc, les petites voix peuvent venir nous honter aussi. Je continue dans la même veine maintenant. Selon l'article Pensée, croyances et attitudes, quel rapport de Fatima Zahra Alami, la pensée forme la croyance. La pensée est une vibration qui, au fur et à mesure qu'elle se répète, elle se grave dans le subconscient et forme une croyance de plus en plus ancrée et au fil du temps relative à cette pensée. La croyance renforce la pensée et forme le comportement observable d'une personne. Plus on y croit et plus on y pense. Plus on y pense et plus on agit en conséquence. Pour changer ceci, il faut faire des petits changements. Je vais vous donner un autre exemple. Le comportement ou l'attitude influence aussi la pensée et forme la croyance. Le comportement est un composé d'une communication verbale et non verbale, c'est-à-dire les mots, les gestes, et ces derniers ont un fort impact sur la pensée. Plus on agit d'une certaine manière, et plus on y pense. Et plus on y pense, et plus nos croyances se forment. Donc, il suffit de faire semblant, d'agir comme si vous aviez confiance en vous, en relation, pour impressionner votre subconscient qui croira ce que vous lui avez donné comme information. Le subconscient, lui, fonctionne en image mentale et ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Il prend toutes les images et toutes les informations que vous lui donnez pour de la réalité. Pour augmenter vos chances de réussite en relation, vous devez porter attention à vos comportements et vos attitudes.
ceux qui sont positifs, qui vous amènent vers ce que vous voulez, et ceux qui sont négatifs, qui vous éloignent de ce que vous voulez. Portez attention à votre environnement, où vous vivez, la maison ou l'appartement où vous vivez, à vos chambres, les photos ou les objets que vous avez dans ces chambres. Et portez aussi attention aux personnes qui vous entourent. Est-ce que ces personnes vous appuient? Est-ce que ces personnes vous encouragent? Ou est-ce que ces personnes vous détruisent? Pour augmenter vos chances de réussite dans des relations intimes, vous devez aligner vos attitudes, votre environnement et les personnes vers ce que vous voulez. Donc, il se peut que vous devez adopter d'autres attitudes gagnantes, de changer d'environnement ou de modifier votre environnement et d'ajouter des individus autour de vous ou d'éliminer des personnes qui vous rendent la vie difficile. Je vais vous donner un exemple. Pendant plusieurs années, je fréquentais de temps en temps un homme et puis je l'aimais vraiment. On a eu des temps où on avait beaucoup de plaisir et je continuais à ressentir cet amour, mais il y avait beaucoup de temps où je partais en larmes. Il avait tendance à se fâcher, pas contre moi, mais il y avait de la difficulté à gérer sa colère. Puis pour moi, au tout début, c'est ça qui me trompait un peu, c'est que je savais qu'il n'était pas fâché contre moi, mais sa colère était tellement grave que souvent, quand je partais de chez lui, je me sentais en peine. J'étais triste et puis j'avais peur. J'ai pris une décision plusieurs années passées de plus l'avoir comme ami. Croyez-moi, c'était pas une décision qui était facile à prendre. Parce que à chaque fois que j'entendais une chanson de Reba McEntire, ça me faisait penser de lui, puis j'avais toujours tendance à vouloir le téléphoner et tout ça. Donc, même si c'était pas une décision qui était facile, c'était franchement nécessaire. Nécessaire pour que je vive une vie saine. Donc, moi-même, j'ai dû changer mes attitudes, j'ai dû changer mes personnes, certaines personnes, et j'ai même changé d'environnement. Donc, conseil numéro 4 est de changer votre attitude, votre environnement, si nécessaire, et entourez-vous de personnes qui vous appuient et qui vous aiment. Donc, prenez une minute maintenant, on va arrêter, je vais arrêter de parler dans une minute. Prenez une minute pour réfléchir face à ce conseil. Avez-vous des changements à faire? Des changements d'environnement peut-être? Des changements de personnes peut-être? Des changements d'attitude? Quelles actions ou quelles conversations devez-vous prendre? Donc, je vais m'arrêter maintenant pour que vous puissiez réfléchir et ajouter une couple de petites phrases dans votre réflexion aussi, et puis des actions que vous devez faire. Donc, conseil numéro 5. Arrêtez-vous pour un moment et portez attention à ce qui vous préoccupe. Est-ce qu'il y a des gens qui vous préoccupent ou des décisions que vous ne prenez pas? Est-ce que votre maison
ou votre appartement ou votre bureau est en désordre? À chaque fois que vous pensez à ces objets ou à ces situations ou à ces personnes qui vous préoccupent, c'est de l'énergie qui pourrait être mise ailleurs, dans vos relations intimes, comme par exemple. Donc, dressez une liste de ce qui vous préoccupe et prenez une décision d'éliminer et d'arrêter complètement, ou du moins réduire le contact avec ces choses, ces personnes ou ces situations qui ne vont pas vous appuyer dans vos démarches vers l'amour. Faites-vous une liste de non absolus, des noms où vous êtes absolument certaine que vous n'allez pas changer d'avis. Comme par exemple, j'ai certaines amies qui sont sur ma liste de non absolus. J'ai certains environnements qui ne m'intéressent plus. Et j'ai même changé de comportement parce que quand j'étais autour de certaines personnes ou quand j'étais dans ces environnements-là, je n'étais pas la meilleure des Linda. Donc, quand vous portez attention à ce qui vous préoccupe avec le choix vous avez le choix de continuer de penser de cette façon-là ou d'être avec ces gens-là, ou vous avez le choix de faire des changements de gens ou de faire des changements d'environnement. Donc, décidez vos priorités et commencez tranquillement à faire ces changements. Conseil numéro 5 vous suggère de porter attention à ce qui vous préoccupe et à faire des changements. Je vais vous donner une minute maintenant pour que vous pouvez vous dresser une liste de non absolus. Donc, la liste de personnes autour de vous ou de comportements que vous ne voulez pas répéter ou d'environnements que vous ne voulez plus fréquenter, des non absolus, des habitudes que vous voulez changer. Et j'aimerais aussi que vous dressiez une liste de oui, des véritables oui. Donc, c'est des oui de personnes que vous voulez avoir autour de vous ou des environnements qui sont sains pour vous, etc. Ensuite, vous allez commencer à concentrer sur les oui véritables. Donc, je vais m'arrêter maintenant pour une minute pour que vous pouvez au moins commencer cette liste. Vous n'allez pas le compléter, mais vous allez vous rendre compte que vous avez des non. Vous avez des oui. Donc, vous allez, au fur et à mesure que vous remarquez les noms, vous allez les ajouter à votre liste. Donc, je m'arrête maintenant pour que vous pouvez commencer à dresser votre liste. OK, on va continuer maintenant. J'espère que votre liste n'est pas si longue que ça. Donc, je continue maintenant avec conseil numéro 6. Parlez à des gens qui ont réussi. Les gens qui réussissent dans les relations de couple ont tous passé les mêmes étapes que vous. Il y en a qui sont mariés depuis longtemps et sont engagés dans leur relation. Ils vivent leur haut, ils vivent leur bas et sont engagés à maintenir leur relation et à s'aimer dans ces moments. Et il y a aussi d'autres couples qui ont appris à s'engager avec du counseling ou des programmes éducatifs et d'autres l'ont appris en changeant leurs attitudes, leur comportement et en adoptant des habitudes saines. Sûrement, ils n'ont pas réussi sans vouloir réussir et en mettant tout le nécessaire dans leur relation. Donc, pensez-y, qui admirez-vous? Qui sont vos mentors pour des relations saines? Moi, je vais vous parler d'une de mes copines. Puis, c'est une amie que j'ai connue au secondaire. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et puis, ça fait environ 10 ans qu'elle est mariée. Puis, elle était amie avec son mari maintenant pendant 2-3 ans. Puis, je me souviens quand ils sortaient ensemble, puis elle m'avait dit qu'ils étaient seulement des amis. Puis, ils étaient seulement des amis à ce moment-là, et puis éventuellement, ils ont devenu amoureux, et puis ils ont été mariés. Donc, c'est de elle que je vais parler. J'ai été les voir en Floride une couple de semaines passées. Donc, je continue à les observer parce que pour moi, ils sont un couple que j'admire. J'admire leur relation
qu'ils ont, leur relation de couple, et je vois aussi des choses que j'aime. Carmen, mon amie, est elle est indépendante autant qu'elle est interdépendante de son mari. Donc, j'apprécie le fait qu'elle fait ce qu'elle veut faire, et c'est la même chose avec son mari. Lui fait ce qu'il veut faire, puis il vit une vie de couple, évidemment, aussi. Ils font des choses qu'ils veulent faire ensemble. Ils ont le type de relation que j'admire parce que ils se parlent quand les choses ne vont pas. Ils se donnent le temps et l'espace nécessaire quand ils l'ont besoin. Ils expriment leurs besoins, puis ça, c'est une chose que j'ai remarqué d'une façon saine. Ils ont vraiment le désir de s'entraider et à s'épanouir. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que lui veut vraiment qu'elle s'épanouisse, et puis elle peut prendre du temps pour des retraites, comme par exemple, autant qu'elle veut que lui s'épanouisse. Donc, c'est des choses vraiment que j'admire. Puis c'est une des raisons pourquoi que je décide d'encore d'être célibataire. C'est parce que je vise ce type de relation. Donc, je vous donne un exemple d'un couple que pour moi j'admire, mais sûrement vous en avez dans votre vie ou des individus que vous admirez. CBC Radio avait une bonne épisode, une couple de semaines passées, face à des relations à long terme. J'ai mis le lien sur la présentation, donc vous allez pouvoir le voir. C'était un discours de peut-être 20 minutes à 30 minutes. Puis c'était des personnes âgées qui étaient mariées depuis 30, 40, 50 ans. Puis eux, ils parlaient vraiment des leçons qu'ils ont apprises de chacun dans ces relations. Donc, je vous partage le lien parce que je pense que c'est encore disponible sur CBC. C'était en anglais tout de même, mais c'était une bonne épisode. Avez-vous la chance de connaître, de jaser et d'observer des couples en relation intime? Puis je parle maintenant, évidemment, des couples en relation intime qui vivent une vie saine, une vie pleine d'amour, pleine de joie. Informez-vous auprès d'eux ce qu'ils ont fait, ce qu'ils continuent à faire pour réussir. Puis ils vont vous dire, moi j'ai observé mon ami et son mari, sont pas toujours de bonne humeur, là, ok? Moi je pensais un temps passé que la vie était toujours en rose. Et puis c'est une des raisons pourquoi que mes relations n'ont pas réussi, parce que moi je croyais vraiment que la vie était toujours en rose, puis qu'on devrait toujours être content. J'ai appris que c'était pas vrai, puis j'ai dû accepter cette réalité-là. Mais quand j'observe la façon qu'ils interagissent avec eux, la façon qu'ils se parlent. Donc, faut porter attention à ces indices-là de réussite. Donc, vous allez être surprise, franchement, d'entendre leur habitude et leur savoir-être. Qui pourriez-vous avoir dans votre vie comme modèle ou comme mentor? Je ne vais pas vous donner trop de temps pour cette partie ici, mais je vais quand même vous donner un peu de temps pour écrire des noms de personnes, ou même si ce n'est pas des personnes que vous connaissez, des mentors que vous avez qui peut vous donner une vision de ce que vous cherchez comme relation intime. OK, je continue maintenant avec conseil numéro 7. Pour augmenter vos chances de réussite en relation, adoptez le modèle de 4 niveaux d'attirance. En anglais, on appelle ça Attraction Venues. Quand il s'agit d'amour, les gens se découragent lorsque leur ami ne répond pas à leur attente et ils ne voient pas de preuve que le vrai amour va venir. Puisqu'on a peur ou on est déçu, on abandonne sans vraiment savoir ce qu'on a manqué. Donc, la clé est de savoir ce que vous désirez et que vous vous engagez à prendre les étapes nécessaires pour vous rendre. Ne cédez pas à vos doutes. Il est possible d'accomplir tous vos désirs et tous vos rêves. Parfois, il faut se trouver d'autres moyens pour y arriver. Donc, je vous présente le modèle de lieu d'attirance.
Comme j'ai mentionné, en anglais, on appelle ça attraction venues. Les 4 niveaux de lieux d'attirance sont des endroits où vous pouvez trouver et trier des partenaires potentiels. En étant conscient de ces endroits où vous pouvez potentiellement rencontrer votre compagnon, vous serez mieux disposé et capable de saisir les opportunités qui se présentent. Donc, premier niveau. Premier niveau, c'est des lieux publics comme les supermarchés, les bureaux de poste, les épiceries, les cafés, les festivals d'art, comme par exemple, où il y a une grande variété de personnes. Vous pouvez trouver votre partenaire de vie dans ces milieux. C'est possible, mais pas très probable. Ça arrive cependant, et c'est pourquoi ces lieux doivent être considérés. Niveau 2 maintenant. Ce niveau a comme paramètre des environnements ou des événements seulement pour les célibataires, comme des sites de rencontres en ligne, les clubs pour célibataires, les meet-ups pour les célibataires sont des exemples de niveau 2. Alors, que vos chances augmentent dans ces milieux, parce que vous pouvez rencontrer plus de célibataires, plusieurs célibataires attestent qu'ils trouvent ces environnements très difficiles à rencontrer un partenaire potentiel qualifié. Donc, niveau 2, c'est des environnements seulement pour les célibataires. Je continue maintenant au niveau 3. Ce sont des environnements tels que les clubs de ski, les clubs de vélo, des cours de yoga, comme par exemple, dans lesquels vous partagez un intérêt avec toutes les personnes qui sont là. Ces environnements-là sont parfaits pour se faire des amis, en plus de se trouver un partenaire potentiel. Les personnes qui deviennent vos amis pourront aussi agir comme appui dans votre recherche de relations potentielles. Donc, niveau 3, des environnements d'intérêt. Puis le dernier niveau, niveau 4. Eux sont les environnements dans lesquels vous partagez des valeurs importantes, comme des buts et des passions, avec tout le monde qui sont là-bas, tels que les églises, les milieux de croissance personnelle. Donc, c'est un environnement où vous valorisez les mêmes choses. Il y en a qui ont des intérêts forts dans l'environnement, donc participent à des groupes pour encourager les gens de vivre une vie verte, comme par exemple. Donc, parfois, ils sont un peu plus difficiles à trouver, mais il s'agit de parler de vos intérêts personnels, donc d'être vous-même, et de parler vos valeurs à votre réseau, et ceux-ci pourront vous aider à trouver ces types d'environnements. Ces environnements ont tendance à être des communautés en soi, offrent un certain niveau d'appui, et les gens qui y fréquentent peuvent souvent devenir impliqués dans votre vie. Ce sont les gens que vous souhaitez inviter à votre fête d'anniversaire, comme par exemple, ou à un mariage, et les gens qui veulent vous voir heureux et bien réussir. Ces environnements sont les meilleurs pour trouver votre partenaire de vie ou à obtenir le soutien que vous avez besoin pour trouver votre partenaire. Donc, prenez une minute maintenant pour écrire des milieux dans chaque niveau d'attirance. Et je les répète. Niveau 1, des lieux publics, comme les supermarchés, bureaux de poste, épiceries. Écrivez une couple de places que vous fréquentez dans ce niveau-là. Je vous donne le temps entre chaque niveau pour dresser votre liste. Niveau 2. Des environnements ou des événements seulement pour les célibataires, comme des sites de rencontres en ligne, comme des clubs pour les célibataires, il y a des meet-ups pour les célibataires. Donc, ajoutez sur votre liste de niveau 2 des environnements ou des événements uniquement pour les célibataires. On parle des milieux où vous pouvez rencontrer des gens. Niveau 3, des environnements tels que les clubs de ski. Donc, c'est des environnements
purement basé sur vos intérêts. Si vous aimez le jardinage, comme par exemple, ça serait de participer à des groupes de jardinage ou des jardins collectifs. Donc, basez purement sur vos intérêts. Des cours de yoga, aller au gymnase, participer au baseball, ski de fond. Niveau 4 maintenant, c'est des environnements où vous partagez des valeurs importantes. J'ai mentionné des exemples d'églises ou des milieux de croissance personnelle, comme par exemple. Donc, on vous suggère d'avoir des exemples précis dans chaque niveau. Donc, conseil numéro 7, c'est d'utiliser ce modèle de lieu d'attirance pour augmenter vos chances de réussite en relation. Et puis le dernier conseil, c'est de chercher de l'appui. Prenez un cours ou une formation. Tous les gens qui ont réussi ne le font pas seuls. Ils sont entourés d'amis, d'une équipe ou d'un coach. D'autres gens considèrent prendre une formation ou un cours pour améliorer leur vie. Ceci est facile à faire et vous ne voulez pas prendre de cours sans adopter des meilleures pratiques ou intégrer la façon proposée dans les formations. Il n'y a rien de pire, là, franchement, que de prendre un cours de développement personnel puis pas appliquer ce que vous apprenez dans ces cours-là. Donc, ne prenez pas de cours à moins que vous êtes prêt à adopter les habitudes, les attitudes, les comportements qui vous suggèrent dans ces types de programmes-là. Parce qu'une attitude de réussite est nécessaire pour améliorer la vie. Prenez une formation si vous êtes prêt à apprendre et à faire des changements dans votre vie. C'est la même chose avec les livres de self-help. Il y a plein de livres de self-help. Puis ils sont vraiment, vraiment bons. Mais si vous avez l'habitude de juste les lire, puis pas d'appliquer ce que vous lisez, c'est vraiment une lecture plutôt pour le loisir. Donc, je vais parler un peu brièvement de mon programme de Conscious Dating, comme par exemple, c'est un programme de 6 semaines qui vous aide à être clair avec ce que vous cherchez dans une relation intime, d'avoir une vision et à établir des buts pour vivre la vie que vous désirez. Donc, conseil 8 est de chercher de l'appui. Prenez une rencontre avec un coach, prenez un cours, prenez une formation. Inscrivez-vous à un programme de Conscious Living, comme par exemple, ou de Conscious Dating, si vous n'êtes pas prête. Conscious Living, c'est un programme pour ceux qui ne sont pas prêts pour rencontrer une personne intime. Conscious Dating, c'est pour ceux qui sont prêts à augmenter leurs chances de réussite dans des relations. Prenez maintenant une minute pour réfléchir qui fait partie de votre comité d'appui. Qui avez-vous besoin sur votre comité d'appui pendant que vous cherchez une relation?